sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me retrouve toujours avec mon fidèle destrier, William. Hello François. Comment tu vas? Fidèle cavalier, fidèle paladin. Comment tu vas? Ça va bien, écoute. Ça va bien, ouais. C'est un plaisir de te retrouver encore une fois. Mais pareil. Et aujourd'hui, on a un invité particulier. Bonjour Kevin. Tu dis toujours qu'ils sont particuliers. Mais ils oui, sont tous particuliers. Ils sont tous uniques et particuliers. Ouais. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Kevin Vaca. Est-ce que c'est juste comment je dis? C'est complètement juste. Ouais. Bienvenue déjà. Merci beaucoup d'être venu. C'est vraiment un grand privilège. Merci pour l'invite, quoi. Kevin qui nous disait hors antenne qu'il est italien en fait. C'est pour ça qu'il s'appelle Vaca. Voilà. C'est important de le dire parce que je suis aussi italien. Donc, petite parenthèse géographique. Voilà. Qui fait plaisir. Toujours, on a eu un valaisan, on a eu. Enfin voilà. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter, Kevin? Yes, alors du coup je m'appelle Kevin Vaca, je suis de Genève. Quoi dire d'autre? J'ai 30 ans, je suis dans le métier artistique, c'est-à-dire post-production pour clips, pub, court-métrage, dans tout ce qui est étalonnage, couleur, depuis 2 ans maintenant. Et puis je kiffe quoi. Trop bien, trop bien. Mais Kevin, qu'est-ce que ça veut dire étalonner et coloriste, ce travail? Qu'est-ce que c'est? En fait, ça permet de raconter des histoires à travers les couleurs. Donc après, tu peux le métier de coloriste, tu peux soit simplement corriger les images, parce que quand tu shootes avec une caméra, tu peux avoir des problèmes de balance des blancs, par exemple, d'exposition, et ça, tu peux plus ou moins rattraper en post-production. Ça dépend aussi le problème qu'il y a eu au tournage. Mais le plus gros taf d'un coloriste, c'est d'être un artiste avant tout, et c'est de pouvoir créer des looks, des rendus pour certaines ambiances. Trop bien. Ouais. Du coup, en fait, tu dois vachement être briefé, j'imagine, par le chef-op ou par le réalisateur du projet pour qu'il dise vraiment à quoi ça veut ressembler au final. Alors en fait, on dit que le coloriste est le meilleur ami du chef opérateur parce que justement les deux en fait ils s'occupent de l'aspect visuel. Ouais. Le réalisateur, on pense que c'est celui qui tient la caméra, mais en fait non, le réalisateur il va plus gérer l'ensemble du projet, alors que le chef op c'est vraiment celui qui tient la caméra, c'est lui qui sait comment prendre le plan pour que ça soit beau en fait. Et après lui, il a une idée un petit peu de ce qu'il veut en termes de couleurs, et là du coup on va discuter, puis il va me dire, soit il va m'envoyer des références, c'est-à-dire il va m'envoyer des images. D'un clip qu'il aime bien ou d'un film. Comme ça, pour moi, c'est beaucoup plus simple de savoir ce qu'il veut, en fait. Ou alors, il me dit carrément, fais-moi des propositions. Genre, j'ai pas vraiment d'idée spécifique, fais-moi des propositions, et puis j'envoie ça, quoi. Puis là, tu lui as envoyé, par exemple, 3 screens de ce que tu peux faire. De plusieurs scènes différentes, parce que les scènes intérieures, extérieures, c'est pas vraiment la même chose. Donc, j'essaie de faire 2-3 looks pour chaque scène, et puis après, il choisit, quoi. Du coup... Tu fais ça depuis 2 ans. Avant ça, tu as travaillé plus largement dans la prod vidéo à d'autres postes ou dans d'autres choses, et tu t'es spécialisé là-dedans, ou alors tu as directement démarré là-dedans? Alors il y a 2 ans, mec, je savais pas ce que c'était coloriste. Donc vraiment pas, tu vois. Donc en fait, j'ai commencé dans la vidéo en tant que vidéaste, plus général. Et j'aimais bien, mais les clients avec qui je travaillais, ça me faisait pas plus rêver que ça, tu vois. Et après, il y a eu le Covid. Donc là, c'était quoi, il y a 2 ans, du coup, il y a 2 ans. Et je me suis vachement remis en question. Et je pense que c'est une période où tout le monde s'est remis en question. Parce que tu avais beaucoup de temps devant toi, du coup. Et je sais pas, j'essaie de voir un petit peu. Je vais rester dans le monde de la vidéo, mais je cherchais autre chose, en fait. Parce que vidéa, c'était pas mon truc. Je sentais que c'était pas pour moi, c'était pas mon rôle, tu vois. Et après, je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un mec, Kazman, je sais pas si vous connaissez, c'est un coloriste de Los Angeles. Et j'ai tellement kiffé sa manière d'expliquer, et surtout le métier en soi, tu vois, que je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'essaye, de toute façon, j'ai que ça à faire, mec. Et je suis tombé amoureux, quoi. Ça veut dire que tu as fait migrer un peu ton travail vidéaste, qui était peut-être un peu plus large, sur quelque chose de très... Enfin, coloriste, c'est quand même beaucoup plus pointu, et tu touches pas au même type de mandat que quand tu es vidéaste, où tu fais un peu couteau suisse de la vidéo. Là, t'es un seul outil, en fait. Et en fait, tu bosses avec des projets où il y a toute une équipe. Parce que quand tu es vidéaste, vas-y, tu fais un peu tout toi. Et
le résultat il sera pas autant incroyable que si tu bosses avec une équipe, tu vois, parce que chacun est spécialisé, donc le chef-op, le réal, le coloriste, le sound designer, enfin tu vois, ils sont tous incroyables et du coup forcément le résultat il est incroyable quoi. Et tu bosses pour des projets bien plus stylés, enfin pour moi je m'éclate plus quoi, sur des grosses pubs, sur des clips de gros artistes, donc trop bien quoi. Et comment on en devient à un jour tu te dis c'est Covid, j'ai rien à faire, je veux devenir coloriste parce que j'ai regardé des vidéos qui me plaisent, et quel est le chemin pour arriver à t'es coloriste en fait? Alors au début je voulais pas lâcher la vidéo parce que j'avais peur, et puis tu sais il y a toujours ce truc le regard des autres, tu vois, genre il a abandonné la vidéo et tout. Donc c'est un échec. Mais vraiment il y avait ça, exactement. J'avais vraiment cette peur là, tu vois. Et j'ai gardé pendant un temps en vidéaste, je continue à faire pour je sais pas si je peux dire des autres trucs de loisir.ch, je sais pas si vous connaissez. J'ai bossé pour eux, d'où le fait que je sois assez à l'aise avec la caméra, parce qu'on devait se filmer, aller dans des endroits et puis expliquer en fait face caméra. Donc j'avais encore ça quand même, et je faisais coloriste, mais du coup je faisais en mode j'enchaînais des projets gratuits quoi, genre je demandais pas d'argent, je voulais en fait m'entraîner sur des vrais projets puis avoir un portfolio à montrer, tu vois. Et jusqu'au jour où je me suis dit mais c'est quoi mec, vidéo, je m'en fous en fait, je veux plus ça, c'était vraiment ça. Je me suis dit mais tu sais quoi, vu que je suis que focus sur l'étalonnage et que je devenais meilleur à chaque fois, tu vois. Et du coup vidéo ça servait plus à rien, donc j'ai complètement abandonné ça, et puis j'ai changé mon site et j'ai mis que coloriste. Trop bien. Et surtout j'ai appris un truc dans le business, c'est que quand t'es spécialisé, en fait on croit que quand tu fais qu'une seule chose t'as moins de clients, tu vas laisser passer des choses machin, pas du tout en fait. Plus t'es spécialisé et plus on va te faire confiance, tu vois. Alors que si t'es coloriste, chef, réalisateur, moi perso je te fais pas confiance, je préfère aller chercher un mec où il fait que ça, tu vois, parce que je sais que c'est un couteau suisse, pas un couteau suisse, c'est un seul outil en fait. Il a aiguisé son sabre, tu vois, pour faire que ça, tu vois. Non mais c'est clair, à force de travailler sur la colo de différentes caméras, différents projets, différentes équipes, on voit aussi chez nous du coup Elsa qui fait beaucoup de la retouche photo, qui doit travailler avec différents photographes qui lui remettent les images. Chaque photographe a sa manière de bosser, un matos différent, etc. C'est vrai que au début c'est une gymnastique vraiment pas facile en fait. Donc toi maintenant ça veut dire que t'es plus forcément en shoot? Non, c'est fini maintenant, c'est chez toi quoi. Exact, exact. Je suis dans ma grotte et puis je fais ça quoi. Et du coup comment ça se passe? Il y a par exemple un clip, un clip qui sort, il y a un clip qui est tourné, on t'envoie les rushs, et puis comme tu disais on te donne 2-3 exemples, mais après comment ça se passe un peu les relations, parce que est-ce que le chef-op vient chez toi, ou dans ton bureau? Comment ça se passe? En fait, c'est tellement je trouve un métier quand même que tout le monde connaît. En fait, tout le monde sait ce que c'est un vidéaste. Mais très peu de gens, et il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas du tout, tu vois, ce que c'est. Et du coup, pour un peu essayer de comprendre, comment ça se passe? Alors en fait, moi, en tout cas jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment eu de gens qui venaient chez moi. Même si ça peut être une probabilité, tu vois. S'il y en a qui préfèrent être physiquement là pour... au moins, tu as des retours qui sont beaucoup plus rapides. Et surtout, il a le résultat sur mon écran qui est... calibré. Qui est calibré, spécialisé, tu vois. Mais jusqu'à maintenant, non, en fait, je fais tout à distance. Et c'était quoi la question? Et puis, c'est comment ça se passe? Comment ça se passe concrètement dans ta journée, en fait? Il y avait un truc que tu m'avais dit. Ah oui, c'est pour les fichiers. Alors, ça dépend le projet, mais... Généralement, on m'envoie un seul fichier, c'est le montage fait en fait. Mais ça peut être aussi, par exemple, on voit un disque dur avec tous les fichiers en RAW, parce que je sais pas comment expliquer. En gros, tu as les fichiers qui sont bruts et tu peux les travailler vraiment comme si tu étais encore sur le milieu du tournage en fait. Genre, tu peux changer l'exposition comme si tu étais encore là quoi. C'est bien expliqué. J'aime bien cette explication. Je vais la reprendre. Toujours faire simple. Et des fois, ils préfèrent ça parce que par exemple, des shoots en extérieur avec le soleil, le machin qui change constamment, c'est toujours mieux d'avoir du RAW pour retoucher après en post-production. Par contre, quand c'est des shoots en intérieur, vu que tout est contrôlé, la lumière c'est bon, tu vois, le RAW on s'en fout un peu. Du coup on va m'envoyer la plupart du temps un montage déjà fini en log, donc fichier brut, profil brut sans couleur, puis on me l'envoie à travers soit les serveurs qu'on connaît plus ou moins, ou alors par disque dur encore une fois, mais c'est très rare.
Et puis, puis ça se fait tout à distance. Ils m'envoient des refs où il m'explique un petit peu l'ambiance qu'il veut. Puis moi, je fais à ma sauce parce que le but aussi, c'est que j'y mets ma patte artistique, tu vois. Toujours. Sinon, ils vont pas me choisir moi. Généralement, ils vont toujours, selon le projet, ils vont toujours regarder, ok, ce coloriste-là, je le préfère pour les projets commerciaux, enfin pour les pubs. Et celui-ci, je le préfère pour les clips parce que, je sais pas, son côté artistique ou son côté film, le rendu qu'il fait, c'est plus adapté en fait. Donc, voilà. J'ai une petite question un peu technique sur le truc. Donc, tu as ton fichier log. À ce moment-là, tu vas poser une lutte déjà de base pour des logs, ou toi, tu passes de 0 et tu crées ta colo complète sur le fichier qu'on t'a envoyé. Là tu es en train de lui demander la recette. Alors c'est comme quand tu demandes une recette à un cuisinier. Non, mais c'est plutôt de se dire, est-ce que en fait, quand tu es coloriste, tu te dis que tu pars vraiment de la base complète et tu fais tout dessus, ou est-ce que tu sais qu'ils ont filmé avec telle cam, puis que tu as déjà un espèce de profil qui va te permettre d'avoir quelque chose d'un peu neutre? Après, tu peux aussi utiliser une lutte. Moi, je le fais pas. J'utilise plutôt un plugin, le Color Space Transform, qui est sur DaVinci. Et en fait, ça te permet de convertir en Rec 709. Et de cette base-là, après, tu crées ton look créatif, en fait. Ok. Ouais. Trop bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais te poser une question. Ah oui. Toi, on a parlé un peu du coup cette relation chef-opérateur-coloriste. Tu as dit que c'était super important. Pour toi, c'est quoi l'importance d'un bon chef-opérateur du point de vue coloriste? Sa manière de s'exprimer pour ce qu'il veut. Parce que en fait disons qu'il y a des chefs qui sont déjà habitués à bosser avec des coloristes, donc ils savent exactement surtout pour les corrections en fait pendant le projet. T'envoies toujours une première version, c'est jamais parfait, tu vois, donc il y aura toujours des corrections. Et c'est là où ça peut coincer, tu vois. Donc soit le gars il a l'habitude et du coup là il a les termes que moi je vais comprendre, du coup ok d'accord, je vois ce que tu veux et je fais la correction, et ton là il va en sortir des termes, mon gars, je sais pas ce qu'il veut, quoi, tu vois. Et donc je vais un peu faire. En fait, le coloriste, il est presque psychologue, tu vois. Dans le sens où il va essayer de rentrer dans la tête du gars et dire ah ouais, putain, c'est ça qu'il veut. Ok, j'ai compris, tu vois. Il s'allonge sur un canapé, tu sais. Mais c'est la communication. De ouf. Et je vais te poser une question, peut-être elle est un peu débile parce que je pense que ça varie vraiment entre les projets. Mais admettons que tu as un clip de musique, je sais pas, d'un rappeur français qui dure, je sais pas, 3 minutes. Combien de temps ça te prend en moyenne de coloriser justement un clip comme ça? Si tout se passe bien, si tu vois, si les fichiers sont pas dégueulasses de base. Enfin voilà, si ça roule, quoi. Là pour un clip, généralement ça me prend peut-être 2 heures. 2 heures? Ouais. Ah ouais, c'est rapide en fait, ouais. Après, en fait, ce qui là, bon, après t'as l'habitude, mais c'est 2 heures seulement pour la première version, on va dire, tu vois. Voilà. Après, en fait, ce qui va dépendre, c'est pas le temps de la vidéo, c'est le nombre de scènes. Bien sûr. Si t'as qu'une seule scène, frérot, en 5 minutes c'est fait. En 5 minutes c'est fait. Tu vois, il y a pas de. Mais si c'est vraiment plein de scènes différentes, genre t'as 5 scènes, 6 scènes, et en plus il y a beaucoup de problèmes. Ça peut prendre plus de temps, mais en règle générale ça me prend 2 heures. Tu te retrouves des fois face à des plans, parce que moi ça m'est déjà arrivé. Alors moi je suis pas coloriste, je fais de la colo sur ce qu'on shoot, sur ce qu'on shoot, et baby parce que je le dois. Mais il y a des fois j'ai reçu des rushs d'autres agences, d'autres vidéastes, et puis j'ai dû les coloriser. Il y a eu des fois où j'étais devant le plan et j'étais là, je suis dans la merde, genre je peux rien en retirer. Est-ce que ça t'arrive, ou est-ce que tu as toujours une solution et tu peux toujours rendre le plan beau? Parce qu'au final, si la personne elle a merdé sur place, t'es pas magicien, non? C'est ça. Et t'aimes bien comme je suis arrivé là. Hein. Ouais, de ouf. En fait, je crois que ça m'est arrivé une fois où vraiment, en fait, j'ai refusé le projet parce que je sais pas, j'ai pas envie qu'on me paye alors que je sais d'avance que je vais pas réussir à... Non, mais bon, après c'était un projet, c'était un petit clipper, machin, et puis je peux comprendre, je juge pas, tu vois, mais quand j'ai vu le projet, je me suis dit non, mais là c'est mort. Surtout ce qu'il voulait lui comme résultat, je suis là, mec, non, c'est mort, tu vois. Mais on n'est pas des magiciens en fait, et les plus beaux projets sur lesquels j'ai travaillé, sur lequel où j'ai les plus beaux résultats, forcément c'est que le chef-op il a fait des dingueries, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et en plus t'as moins perdu de temps à corriger, et puis t'as pris beaucoup plus de plaisir
à faire ton truc, quoi, à créer, tu vois. Et le résultat, c'est pas la même, ça c'est sûr. Mais après, oui, on essaie de faire au mieux, de corriger au mieux, quoi. Peut-être t'as pas le droit de divulguer ou d'en parler, mais c'est pour un pote. c'est pour un pote, c'est pas. Non, mais c'est quelles images pour toi qui ont été les plus belles à coloriser de toute ta carrière de coloriste? Pour quel projet? Genre connu ou... Ouais, ou même peut-être c'est un truc inconnu, hein. Peut-être ça se trouve le plus beau c'était inconnu. Mais est-ce qu'il y a eu un artiste, par exemple un clip qui a été magnifique? Ouais. Je sais plus le nom, mais pour Jay-Z Martian, attends, je sais pas si on peut le montrer, je peux regarder vite fait. Ouais, tu peux regarder vite fait. De toute façon, on l'affichera en même temps à l'écran, etc. Ouais. Mais bon, c'est pas un artiste très connu, c'est un anglais. Et le clip était magnifique parce qu'en fait, le gars, il a shooté avec une Arri Alexa Mini LF. Donc, pour un coloriste, c'est genre incroyable, tu vois. En fait, tout simplement, c'est tellement simple à étalonner. Parce que déjà, tu convertis en Rec 709 et c'est déjà trop beau, tu vois. Ah ouais, ok. Et c'est une caméra qui est utilisée dans le milieu du cinéma hollywoodien. C'est genre un classique, tu vois. En tout cas, pour le cinéma moderne. Les objectifs anamorphiques, enfin, tu sais, genre effet, lumière incroyable et tout, enfin, trop stylé. Et puis, il voulait un rendu un peu Matrix. Et puis, même la mise en scène, elle était genre, c'est magnifique. Et là, je me suis éclaté. Et j'ai pas eu beaucoup de corrections à faire. Et en fait, j'ai eu un réflexe pendant le projet, c'est que c'était extrêmement sombre, mais c'était voulu. Tu vois. Et en fait, moi, j'ai commencé à corriger et tout. Ouais, non, mais attends, c'est un peu trop sombre et tout, machin. Et j'envoie une première version. Et le chef-up, il me fait, non, mais frérot, là, non, il fallait pas corriger. En fait, il faut quasiment pas toucher ce que j'ai fait, tu vois. Et du coup, j'ai effectivement enlevé mes corrections et j'ai regardé juste le rendu comme ça. J'étais là, genre, ah ouais, c'est trop beau en fait. Putain, je suis con, pourquoi j'ai changé, tu vois. Et en fait, c'était calibré vraiment. J'ai pas eu grand chose à corriger, quoi. C'était abusé. Mais je me suis pas rendu compte et j'ai tellement l'habitude de devoir tout le temps corriger, tu vois. Des erreurs, en fait. T'as l'habitude de devoir corriger des erreurs d'exposition, de balance des blancs. Alors, c'est pas bon des erreurs, c'est juste que c'est quasiment. Enfin, c'est pas possible de faire de la perfection sur le tournage, tu vois. Le coloriste, il est justement là pour rendre plus parfait. Mais j'ai l'habitude, j'ai plus l'habitude encore aujourd'hui, de vraiment faire des grosses corrections des fois. Sauf que là, j'avais pas besoin en fait. Je devais laisser tel quel et je devais juste m'éclater, quoi. Tu vois. Trop bien. Et mais c'était un très très beau projet, Trop beau. Trop beau. Mais tu vois, moi je fais le parallèle avec la photographie parce que je bosse comme photographe et je vois ce qu'ils font en vidéo, mais ça s'arrête un peu à ça parce que j'ai pas du tout envie de faire de la colo sur de la vidéo, c'est un enfer vos fichiers. Non mais tu vois, sur un raw photo, t'as une marge de manœuvre qui est absolument dingue, mais il reste qu'en fait on n'est pas des magiciens. C'est-à-dire que si ça a été mal shooté et que la lumière elle était pas bonne, etc. en fait, alors on a plus de marge en photo quand même sur le fichier raw parce qu'il est vraiment beaucoup plus dense. Mais ça reste que tu peux pas faire de la magie en fait. Donc il y a un bout où tu dois être assez clair avec le client puis lui dire non, ton fichier ça va pas jouer, quoi. Non, c'est clair. Coloriste, c'est quand même un métier de l'ombre finalement. Et en fait, quand Yannick nous a parlé de toi pour t'inviter et qui nous a montré un peu ce que tu avais fait, je suis quand même resté un peu sur le cul en fait. Et du coup aussi le fait que tu acceptes de venir, j'étais là, ah ouais d'accord. T'as quand même t'as colorisé, si je dis pas de conneries, le clip de French Montana qui s'appelle Fraude. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, s'il te plaît? En fait, c'est fou en fait parce que tout le monde connaît French Montana. Moi, je connaissais pas quand j'ai reçu. C'est pas vrai. Je te jure. Mais je vais t'expliquer. Mais c'est un Français du Montana, c'est ça? C'est ça. Non, mais en fait, c'est des artistes de malades et en fait, t'imagines jamais que derrière, c'est des gens normaux en fait qui travaillent dessus. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a tout le monde qui idéalise en fait toutes ces personnes, mais en fait, il y a des gens dans l'ombre qui travaillent pour ce projet et qui font des trucs de malade, parce que pour moi, de coloriser une image, c'est quand même apporter toute l'âme à l'image en fait, finalement, son souffle comme ça. Donc je suis et puis t'avoir ici, tu vois, c'est une dinguerie, quoi. Donc parlons-nous un petit peu de ce projet. On est une star là maintenant. Là t'es une star, hein. Mais c'était quoi, il y a un an en arrière, je crois. J'avais juste contacté le gars en fait sur Instagram, mais pas French, hein, le réalisateur. Et en fait, ce gars, il le suit un peu partout, tu vois. Il le filme constamment. Et puis, c'est des clips un peu genre style lifestyle. Et donc, il n'y a pas vraiment une mise en scène de fou, tu vois. Okay. Mais je suis quand même assez content d'avoir pu bosser dessus.
Ça s'est fait un petit peu... c'était un peu l'opportunité qui est tombée comme ça à ce moment-là, tu vois. Mais voilà, artistiquement, c'est pas ouf, quoi. Genre, j'en garde un bon souvenir parce que je me dis c'est quand même ouf, mais le projet en soi, c'était pas non plus une dinguerie. Mais en fait, à ce moment-là, ça a été un peu un déclic pour moi en mode c'est possible, mec. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, parce que t'es quand même tout seul, tu galères, personne n'est là pour t'applaudir, tu fais, et d'un coup, la vie elle te dit non, c'est juste, mec, continue, abandonne pas, tu vois. Donc ça a été un peu le premier. Après bon, j'ai eu deux trois artistes, je crois, un peu avant quand même, mais lui c'était vraiment genre wesh. Et comme j'ai dit, je le connaissais, enfin je connaissais sa musique parce qu'au Bypass à Genève, on l'entendait souvent. Je crois que même il était venu une fois chanter. Mais l'artiste en soi, je le connaissais pas. Et quand j'ai su que j'allais faire pour lui, j'en ai parlé à un pote et lui, il est devenu comme un ouf. Genre, mais comment ça, mec? D'où tu sais pas qui c'est et tout. T'es ouf ou quoi, mec? On l'écoutait au Bypass et tout. Ah ouais, sérieux? Ah putain, ok. Après, j'ai écouté sa musique. Ah mais oui, putain, c'est vrai et tout. Ah ouais, c'est chambé. Ouais. Du coup, voilà. Mais je connaissais pas. Mais moi, ce que je trouve ouf aussi dans ce genre d'histoire, c'est que tu travailles depuis chez toi. Donc, t'as ton bureau chez toi. Ouais. Moi, ce que je trouve fou, c'est que souvent ces grosses prods, on a l'impression que c'est des mecs dans un laboratoire qui sont en train de faire la colorimétrie de tout le projet. Ils sont 8 et tout. Types, ouais, c'est mais ça. En fait, non, c'est un mec en calbut chez lui, en train de boire son café. Je suis pas en calbut. Il s'est réveillé à midi. Je suis sûr, t'es en calbut, t'as encore les yeux qui collent et en fait, t'es en train de coloriser un clip de French Montana. Normal, en 5 minutes. T'envoies ça. Merci à tous. Mais ouais, enfin, la plupart des coloristes, oui, ils ont leur labo, ils ont un studio de ouf, forcément, tu vois. Moi, je suis encore à mes débuts, donc pour le moment, je suis encore chez moi. Ça va pour les débuts. Le studio, c'est quoi? C'est que t'es genre dans la pénombre, t'as un méga écran devant toi, enfin... C'est quoi un set d'un coloriste en fait? Bon, après c'est toi qui fais comme thème, tu vois, mais genre moi j'ai en gros un écran ESO, c'est un écran de référence que j'utilise vraiment pour être sûr d'avoir des bonnes couleurs. Et j'ai deux autres écrans, exact, et j'ai 2 autres écrans juste pour voir le logiciel avec les nœuds sur DaVinci. Et puis l'autre c'est les scopes, les graphiques, tu vois en fait l'exposition, les couleurs, etc. Comme on peut voir en fait sur tes vidéos YouTube. Exactement, c'est ça, ouais. Exactement. Donc, vous pourrez aller voir. Merci pour faire de la pub. On va en parler juste après. Et ouais, j'ai aussi une espèce de lumière blanche en fait derrière l'écran de référence. Ça permet de pas fatiguer les yeux en fait. C'est intéressant. Oh, c'est cool ça. Tu nous donneras la référence après. Ouais, volontiers. Mais nous, comme on est écran contre écran, je vois pas comment tu veux faire. Mais je vais le fixer sur toi, François, t'inquiète pas. Mais en fait, c'est une petite lumière que tu mets genre derrière l'écran. Tu colles sur l'écran en fait. Et c'est vraiment des lumières spécialisées pour les gars de post-production. Genre, je l'ai acheté aux States. Enfin, je l'ai commandé aux États-Unis. Ok. Mais trop propre. J'adore. Will, toi, tu as parlé du coup de la chaîne YouTube de Kevin. On va en parler un petit peu parce que c'est vrai que du coup, tu es sur YouTube. Comme YouTubiste. Comme YouTubiste, voilà. Qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Bien sûr, il y aura les liens en description, ça comme d'habitude. Mais parle-nous un petit peu. Bah, en gros, je partage ma passion, je partage des connaissances aussi. Je montre un peu aux gens que c'est pas que c'est pas compliqué, mais en gros tu peux aussi le faire, tu vois, tu peux aussi faire avoir des bons résultats sur tes projets. Et puis j'aime bien parler aussi de films, de séries que j'ai regardé, et puis j'aime bien analyser les films en fait, voir ce qui est fait. J'ai vu ça, ça m'a fait avec le film du Joker typiquement sur la colo, Et je sais que les gens enfin moi personnellement, je me mets en fait à la place des autres, je me dis moi j'aurais kiffé voir quelqu'un faire ça, tu vois, genre parce que j'aime trop voir les BTS, behind the scenes, genre comment ça a été fait, et je me suis dit vas-y, tu sais quoi, je fais comme ça, tu vois. Après je me suis vachement inspiré aussi d'un YouTuber qui s'appelle Kazman, mais j'aime trop le concept, quoi, c'est trop cool, puis les gens ils kiffent, quoi, donc mais là encore c'est ultra spécifique dans un domaine, enfin tu vois, un gars qui va regarder des vidéos d'un YouTuber qui parle que de colo sur DaVinci, tu travailles essentiellement sur DaVinci en plus. Donc, t'as les puristes, enfin t'as ceux qui veulent aussi aller plus loin et pas juste poser une lutte sur le projet, mais qui veulent aller plus loin aussi dans le processus. Du coup la chaîne elle s'appelle Kevin Vaca. Voilà, il n'y a pas plus simple. Voilà. Elle sera en description, comme j'ai dit. Donc, c'est principalement colo. Il y a d'autres choses? Non, c'est colo. C'est déjà pas mal. Comme tu disais, il faut bien se spécialiser. Enfin, voilà. Merci en tout cas, beaucoup. Merci à vous. D'avoir fait tout ce trajet. Ça fait déjà 30 minutes. Ça fait combien Ouais. Voilà, est-ce que tu as autre chose peut-être, Will,
à rajouter? Et ben moi je trouve que la colo c'est super. La colo c'est super, mais je suis content de pas la faire. Voilà, mais c'est magnifique de voir une belle colo. C'est comme je disais avant, c'est l'âme vraiment de la vidéo. Pour moi. Puis est-ce que les gens peuvent te contacter pour faire coloriser leur projet où ils se sont plantés, tu sais, ils ont filmé avec une GoPro et tout, puis, ou bien non, plutôt non. Oui, ils peuvent. Ils peuvent. Je regarde ce que c'est et ouais. Mais t'es assez atteignable sur les réseaux, les gens peuvent t'écrire s'ils ont des questions, Instagram, etc. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à foncer suivre Kevin sur les réseaux et surtout sur YouTube. Très important. Et puis voilà. Merci Kevin. Merci à vous. Merci Will. Merci François. Et puis merci à vous, peu importe où vous êtes. Ciao. Ciao. Peace.